Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Ce soir, on parlera santé, société, culture et justice. Tout d'abord, on parlera approvisionnement et disponibilité des produits de protection contre la maladie à coronavirus, entre autres les cache-nez, les gants et gels hydroalcooliques, produits essentiels dans la lutte contre la pandémie. Pour en parler, je reçois pour vous, chez vous, Dr Arounan Diarra. Il est le président de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Bonsoir, docteur. Bonsoir, M. Diarra Souba. Docteur Kanigui Ouattara, président de l'Union nationale des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir, M. Diarra Souba. Antoine Assaletiemoko, journaliste, directeur général de l'Éléphant déchaîné. Bonsoir. Bonsoir, Ali. Félix Boni, journaliste, directeur de publication d'Abidjan.net. Bonsoir. Bonsoir, Ali. Merci à vous, chers invités, d'avoir accepté notre invitation. Les pharmaciens de Côte d'Ivoire répondent à l'appel à la contribution nationale de toutes les forces vives du pays pour la prise en charge des malades du coronavirus. Jeudi, ils ont remis au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique des équipements de soins, dont des médicaments, des gants et des désinfectants d'une valeur de 215 millions de francs CFA. On suit ce reportage de Thiemé Dandje et Eric Kimou et on le commente juste après. La mobilisation citoyenne en faveur de la prise en charge des malades du Covid-19 en Côte d'Ivoire se poursuit. Ce jeudi, les pharmaciens du pays ont fait parler leur cœur. Ils ont mobilisé plusieurs équipements, dont des cartons de chloroquine, des gants et des désinfectants. Un don remis au ministre de la Santé à la cité administrative au Plateau. Mais les pharmaciens de Côte d'Ivoire, ils ont tenu à faire parler leur cœur en mettant à la disposition du gouvernement ces dons qui, j'en suis convaincu, apporteront un réconfort dans l'arsenal thérapeutique de la riposte. Les pharmaciens me chargent de vous assurer de leurs encouragements et de leur soutien indéfectible dans cette lutte que nous savons très difficile. L'appui réjouit le ministre de la Santé. Le geste de solidarité des acteurs de la chaîne du médicament, dira-t-il, fera l'objet d'une utilisation à bon escient. Là, vous avez posé un acte qui nous va droit au cœur et c'est votre réponse et c'est une très belle réponse au message du président de la République qui, le 23 mars, avait demandé que toutes les bonnes volontés viennent soutenir les importants efforts du gouvernement. Vous avez fait œuvre utile et je voudrais vous rassurer. Je voudrais vous rassurer que nous veillerons à ce que vos dons, comme les autres dons, soient utilisés dans la transparence totale. Outre les médicaments et autres accessoires de soins, le don comprend un appui financier de 15 millions de francs CFA. Les pharmaciens participent à la lutte contre le Covid-19 dans le pays par la sensibilisation de masse des populations, les conseils de santé, l'éducation des populations et l'orientation des patients vers les structures sanitaires appropriées. Docteur Arounan Diarra, vous êtes le président de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Il était important pour vous d'apporter votre pierre à l'édifice de la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. Merci bien, M. Diarra Souba. Effectivement, il était important pour les pharmaciens de participer à cet effort national de solidarité dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. En plus de ce qui est fait tous les jours au quotidien, parce que les pharmaciens sont aussi des agents de santé. Et à ce titre, ils sont fortement impliqués dans tout ce qui concerne la lutte contre la propagation de la maladie à travers la mise en place des mesures barrières. On a demandé à tous les pharmaciens de Côte d'Ivoire de mettre à l'entrée des dispositifs de lavage des mains, de mettre à l'intérieur du gel hydroalcoolique, de donner le conseil, parce que ça a commencé par un moment de panique au niveau des populations. On a senti des populations vraiment dans la psychose. Donc la première action a été d'envoyer des courriers à tous les pharmaciens pour qu'ils aient la bonne information sur le virus et pour qu'ils communiquent aux populations dans un souci d'apaisement, dans un souci pour leur permettre, n'est-ce pas, de savoir ce que c'est que la maladie et puis de ne pas paniquer. Et en plus de cela, on a mené un certain nombre d'actions d'affichage, donc des actions de sensibilisation, d'information, d'orientation des patients, et des actions également
vraiment beaucoup d'actions sur le terrain, mais en plus de cela, on a estimé quand même qu'il fallait répondre à l'appel du gouvernement. Nous savons que cette lutte-là, elle coûte cher, elle coûte excessivement cher, et puis ceux qui en sont atteints, malheureusement, sont traités gratuitement. Et pour le faire, il fallait qu'il y ait suffisamment de produits disponibles pour faire face, surtout que la maladie est en train de progresser dans la population. C'est ce qui a amené les pharmaciens de Côte d'Ivoire à mutualiser tous leurs efforts, toutes sections confondues, les industriels, les grossistes répartiteurs, les pharmaciens d'officine, les fonctionnaires, les pharmaciens enseignants de l'université. On a mutualisé donc nos efforts pour venir faire ce don à l'État de Côte d'Ivoire. Et justement, vous êtes le président de l'Ordre. À vos côtés sur ce plateau, nous avons le docteur Kanigui Ouattara, lui est le président de l'Union nationale des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire. On sent une totale adhésion de tous les pharmaciens dans cette œuvre. Effectivement, il était très important pour nous, au-delà bien sûr donc, de tout ce que nous voyons, de montrer quand même qu'au niveau des pharmaciens, nous sommes unis et qu'il fallait qu'on parle effectivement donc, d'une seule et même voix. Et de montrer effectivement que la profession pharmaceutique dans son ensemble voulait vraiment marquer d'une manière assez importante quand même leur adhésion à l'appel à la solidarité qui a été lancé par le président de la République depuis bien sûr donc, le 23 mars dernier. Et effectivement, toutes les sections, c'est-à-dire toutes les entités qui constituent en fait le corps pharmaceutique à participer à ce don. Et c'est le lieu pour nous encore donc, de dire vraiment merci à tous nos confrères qui ont vraiment compris le message qui a été donc lancé par l'ensemble bien sûr donc, de la profession et qui sont venus participer volontairement pour que nous fassions ce don qui a eu lieu hier. Alors, jusqu'à ce jour, on n'enregistre pas encore de vaccin, encore moins de remèdes contre la maladie à coronavirus. Tout le monde est focus sur l'ensemble des gestes barrières, notamment se laver les mains régulièrement, utiliser un gel hydroalcoolique, porter un cache-nez. Et justement, ces produits-là, est-ce qu'on en a suffisamment en Côte d'Ivoire, vu qu'aujourd'hui, le transport aérien qui assurait pour la plupart l'approvisionnement de ces produits-là est arrêté? Effectivement, actuellement en Côte d'Ivoire, pour certains produits, notamment le gel hydroalcoolique, je peux dire que vraiment, actuellement, la situation est maîtrisée. Jusqu'à quand elle est maîtrisée? Jusqu'à quand? Sur quelle période? Puisqu'on a misé sur la production locale, pour ces gels-là, on a misé essentiellement sur la production locale. Les prix ont été plafonnés, les maxima des prix ont été donnés. On a de plus en plus de structures qui se proposent à en fabriquer. Vous avez entendu l'INPHB, l'Institut national polytechnique qui en produit. Nous-mêmes, dans la filière pharmaceutique, on a un certain nombre d'unités de production qu'on est en train de reconvertir à la production de gel hydroalcoolique. Les premiers essais ont été faits. Donc, concluant les premiers essais? Oui, concluant. Évidemment, on est dans le circuit pharmaceutique, on les a passés au laboratoire pour analyser, pour que vraiment on soit bien convaincu de la qualité. Les premiers essais ont été faits. Donc, ces structures-là, qui étaient auparavant destinées à produire des solutés massifs, ce qu'on appelle généralement les glucosés et autres, sont en train de se reconvertir à la production de gel. Le problème donc concerne maintenant les masques. Les masques, parce que bon, quand on parle de cache-nez, moi je préfère parler de masques parce que c'est à la fois le nez, la bouche et tout ça qu'il faut couvrir. On est en train aussi de voir comment valoriser la production nationale. Et pour le moment, on est dépendant de l'extérieur, comme pour la plupart des produits, mais il faut aller vers une dynamique qui puisse permettre une production locale. En dehors des masques à usage unique, il faut aller vers un procédé de masques réutilisables si on prend la précaution de les tester et de les rendre conformes aux recommandations internationales. Dans un cadre de crise sanitaire comme celui dans lequel nous sommes en ce moment, est-ce qu'on a le temps de tester les masques? On en voit aujourd'hui beaucoup qui sont fabriqués à Abidjan, en pagne, en tissu, de toutes les qualités de tissu. Est-ce qu'on a le temps de les... Est-ce que vous arrivez justement à les tester? Ah, mais bien sûr. Il faut arriver à les tester. On a des structures pour ça.
Le laboratoire national, il est là, c'est son rôle. Les médicaments qui viennent, les échantillons sont prélevés pour aller être testés, pour aller être contrôlés. Donc, il y a de la matière, il y a du monde, il y a des personnes formées, qualifiées pour faire des tests sur les masques, pour voir s'ils peuvent laisser. De toute façon, tout est testé, même les préservatifs qui viennent et tout ça. Oui, dans l'industrie formelle. Oui. Mais aujourd'hui, il y a une industrie informelle qui s'est développée, qui crée des masques à tout va. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui d'aller voir un couturier dans une commune très reculée d'Abidjan pour lui dire « Ah, mais les masques que vous faites là, il faut qu'on les teste d'abord. Il y a une urgence. » Oui, à ce niveau, effectivement, il faut dire que, vu l'urgence, nous sommes d'accord effectivement que nous avons besoin d'aller assez rapidement. Mais cela ne devrait pas quand même faire en sorte que nous puissions brûler toutes les étapes. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous avons une urgence pour permettre à ce que la population dans son entièreté puisse en fait se protéger. Parce que depuis les décisions, bien sûr, donc, du CNS, qui ont rendu le port de masque obligatoire dans le Grand Abidjan, vous comprenez qu'aujourd'hui, il y a une course pour pouvoir acquérir ces masques-là. Mais malheureusement, leur disponibilité fait défaut aujourd'hui. Le gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire a pris les mesures et nous attendons effectivement qu'un certain nombre de masques puissent arriver en Côte d'Ivoire. Et nous avons même été sollicités par le gouvernement pour les aider à la distribution à travers le secteur pharmaceutique de ces masques-là à toutes les populations. Et ce que nous proposons, nous en tout cas, en tant qu'agents de santé, c'est déjà dans un premier temps permettre à chacun de pouvoir avoir quelque chose pour au moins déjà se couvrir le nez et la bouche, même quand nous sommes en train de circuler au niveau, bien sûr, donc, dans la rue en tant que tel. Et cela permettra par la suite d'avoir assez de temps pour pouvoir avoir des masques, bien sûr, donc de qualité. Ce qui fera que tout ce qui est produit même localement, parce que j'ai entendu sur les chaînes dire effectivement que l'État a sollicité même des couturiers locaux, des producteurs locaux, pour pouvoir mettre à disposition des populations des masques. Mais il va sans dire que ces masques-là vont subir quand même un petit contrôle pour être sûr que ça peut jouer effectivement son rôle. Mais en attendant, ce que moi je conseille en tout cas en tant que pharmacien d'officine, je demande déjà aux uns et aux autres déjà de trouver des moyens, même si aujourd'hui ce n'est pas tout à fait des masques de toute qualité, dans un premier temps, d'au moins permettre donc de se protéger pour éviter effectivement de pouvoir propager le virus. Voilà un peu ce que nous disons dans un premier temps, mais cela ne devrait pas faire en sorte qu'on puisse utiliser tout et n'importe quoi à la fois. Antoine Saleh-Tiemoko. Bon, il faut dire que, premièrement, je voudrais saluer le geste des pharmaciens qui ont répondu à l'appel du chef de l'État par rapport à l'élan pour mobiliser les ressources pour lutter contre la maladie. Donc, toutes les couches sont en train de réagir et les pharmaciens ont réagi à un niveau qui est, j'allais dire, assez important. Première chose. Deuxième chose, pour ce qui concerne les masques, puisque le débat est international dans tous les pays du monde, les masques sont indisponibles. En France, vous savez le débat qu'il y a là-bas. Le gouvernement, au début, a dit non, les masques n'étaient pas importants pour les populations, pour cacher le fait qu'il n'y en avait pas assez. Aujourd'hui, ça fait l'objet d'enquêtes en France. Ici aussi, il y a quelque temps, le Premier ministre a annoncé pour que dans quelques jours, l'arrivée de 30 millions de masques. Pour l'arrivée de cette semaine, normalement. 30 millions de masques. Il faudra voir que si ça arrive vraiment, moi, je serais surpris et même étonné qu'on en trouve autant pour la Côte d'Ivoire. Et donc, le fait est là qu'on ne trouvera pas assez de masques pour tous les Ivoiriens. Même quand le gouvernement dit que le port du masque est obligatoire dans le Grand Abidjan, il faut voir comment les populations peuvent avoir ces masques-là, puisque pour le moment, c'est des masques qui sont à usage unique, qui sont pour la plupart disponibles. Et on voit aujourd'hui que dans tous les quartiers, les couturiers sont en train de fabriquer. Il y a clairement établi que l'État n'aura pas les moyens avec ces structures d'aller tester tous les masques qui sont fabriqués dans les quartiers, dans les petits marchés. Chacun fabrique son masque et puis il porte. C'est mieux que rien. Et donc, il faut que rapidement, le gouvernement explique clairement quel est le processus par lequel les Ivoiriens vont se procurer les masques. Parce que le constat est là, chaque soir, le nombre
de personnes contaminées et donc dont les cas sont confirmés Augmente. Nous sommes déjà à plus de 1000 et cela est assez inquiétant. Si on dit que le port du masque est obligatoire dans le Grand Abidjan, mais quand on voit le désordre, tout à l'heure quand je venais de l'intérieur, j'ai vu à GESCO la promiscuité dans laquelle les gens fonctionnent encore alors qu'on est en pleine maladie, ça c'est assez inquiétant. Et donc les masques, il faut que ça vienne. Et si ça ne vient pas, que l'État mette les moyens pour que ceux qui fabriquent localement, on puisse rapidement tester une bonne quantité pour que des services essentiels comme les hôpitaux, les pharmacies soient toujours pourvus et qu'ils fassent leur travail. Sinon, si les médecins eux-mêmes sont en insécurité à cause des masques, on ne pourra pas lutter efficacement contre la maladie. Félix Bonnet? Je souscris à ce que Saleh vient de dire tantôt. Et moi, j'ai une préoccupation. Toutes les grandes crises ont souvent débouché sur une forme d'industrialisation, un regain d'activité au niveau de l'industrialisation. Si vous regardez l'industrialisation, l'histoire de l'industrialisation, à chaque étape, il y a une crise qui a précédé. Quand il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu l'industrie des armes qui s'est développée. La Deuxième Guerre mondiale, ça a été pareil. La reconstruction, ça a été pareil. On est aujourd'hui dans une crise sanitaire, la crise du coronavirus. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle industrie qui est en train de se développer, l'industrie des masques et puis des gels et de tous ces produits. Je pense que c'est l'occasion que chaque pays saisit pour essayer de performer, j'allais dire améliorer son niveau d'industrie. C'est pourquoi moi je souscris formellement à la production locale. Au lieu de mettre des moyens pour aller charger des cargos, ce qui coûte excessivement cher aussi, il fallait mettre les moyens au niveau local. Il faut mettre les moyens au niveau local, accélérer. Je suis persuadé que si on met les moyens au niveau local, nos industries locales peuvent se développer rapidement. Les PME et les TPE, les toutes petites entreprises ici vont passer à un certain niveau parce qu'ils seront à la production rapide. Ils vont se mettre en pleine activité. Il y aura peut-être un commerce peut-être parallèle qui va profiter à des gens qui sont en train de chômer actuellement, qui n'ont pas d'activité. Et ça va profiter, j'allais dire, à la population locale. Au lieu de toujours regarder de l'extérieur, on parle de nos chercheurs. On ne voit pas ce que nos chercheurs trouvent. Mais pourquoi? Parce que peut-être nos chercheurs n'ont pas suffisamment de moyens pour chercher. Aujourd'hui, on a le cas du Sénégal qui dit avoir trouvé le test rapide qu'ils sont en train d'expérimenter et peut-être dupliquer pour qu'on puisse avoir le test rapide en Afrique de l'Ouest. Peut-être si on mettait les moyens suffisamment au niveau de nos chercheurs en Côte d'Ivoire, on trouverait également ce test. On a le cas du Madagascar qui dit avoir trouvé également le médicament. Le Covid organique. Le Covid organique. Et un débat dessus. Hein. Ça veut dire qu'il faut mettre les moyens au niveau local. Chaque pays doit essayer de compétir à son niveau pour chercher à trouver éventuellement la solution et pouvoir également développer à son niveau, à profiter de cette crise pour relever le niveau technique, le niveau industriel, le niveau même peut-être même d'activité de ces populations. Il faut attirer, j'allais dire, le volet positif, il faut tirer le volet positif, des leçons positives pour que ça puisse profiter au plan local. Et ça, c'est... Quand vous sortez tout à l'heure, vous verrez 10 000 couleurs de masques dans les rues. Oui. Au point où parfois on a honte même certains ont honte même de regarder dans le visage de l'autre et se dire mais moi mon masque n'est pas aussi joli. On rivalise de beauté des masques alors qu'on est là pour se protéger. Je pense que il faut mettre les moyens pour qu'on puisse avoir une production locale. Et que les pharmacies servent de relais pour peut-être dupliquer ou distribuer cette production locale au lieu d'attendre toujours de l'extérieur. Ça, c'est mon point de vue. Oui. Docteur Ouattara, docteur... Oui, effectivement, hein, comme vous l'avez si bien défini, on est nous-mêmes dans cette dynamique. Pas seulement les masques, vous savez que nos pays, en matière de médicaments, d'une façon générale, on est dépendant à 90% et même plus de l'extérieur. Pourquoi on ne se réveille pas pour être indépendant nous-mêmes? C'est un processus. Je peux vous assurer qu'en Afrique maintenant, il y avait un certain nombre de freins que je reconnais par rapport à l'industrialisation qui sont en train d'être levés progressivement. Et je suis convaincu que d'ici 5 ou 6 ans, notre production nationale va atteindre des proportions qui seront des proportions assez raisonnables. Les pays qui sont des exemples actuellement sont les pays du Maghreb, l'Algérie en tête qui fait 60% à peu près de sa production nationale. Et nous, on est à moins de 10%. Des freins ont été identifiés, notamment le code de l'investissement qui a été revu. Ensuite, il y avait nous-mêmes à notre niveau un certain nombre de textes qui voulaient que
le capital de l'industrie pharmaceutique soit détenu majoritairement par des pharmaciens, ça a été levé. Ivoirien. Et vous avez vu dans la loi des finances 2020, il a été pris la mesure de défiscaliser tous les intrants et même toutes les machines qui rentrent dans le cadre de la mise en place d'une industrie pharmaceutique. La conjugaison de ces efforts-là a permis actuellement de faire enregistrer une vingtaine d'industries pharmaceutiques qui s'apprêtent à En Côte d'Ivoire? en Oui, Côte d'Ivoire. Nous, on en connaît une seule. Hein. Ah non, mais il y en a. Hein. Il y en a. Le Viti, Babassa. Oui, bien sûr, c'est de cette industrie que nous parlons. On en a deux là-bas. Oui. L'initiative locale avec des Ivoiriens qui ont fait des études universitaires comme les autres pour produire des médicaments. Ah oui, mais bien sûr. Comme le Ghana. Non, tout à fait. Ça vient. Ça vient, ne vous inquiétez pas, ça vient. Oui, non, il n'y a pas de souci. D'ici 4 à 5 ans, vous verrez que la production nationale, en tout cas pour la plupart des produits, des médicaments qui sont de grande consommation, seront produits sur place. Êtes-vous en train de nous dire qu'on aura par exemple des médicaments contre le paludisme made in Côte d'Ivoire, créés par des pharmaciens chercheurs ivoiriens dans des industries ivoiriennes? Oui, allez-y. Mais je pense déjà que la plus ancienne industrie pharmaceutique qui existe ici en Côte d'Ivoire, pour ne pas faire de publicité, mais c'est une industrie qui a été mise en place par les pharmaciens ivoiriens, avec des capitaux ivoiriens. C'est laquelle? La CIFARM. La CIFARM, les capitaux à 85%, au début, ont été détenus par les pharmaciens ivoiriens. Et l'état des lieux aujourd'hui? Oui, mais la CIFARM aujourd'hui reste encore la première industrie pharmaceutique en Côte d'Ivoire. Et les capitaux détenus par des Ivoiriens? Oui, bien sûr. La CIFARM aujourd'hui, je sais que je n'ai pas tout à fait les chiffres en tant que tels, mais aujourd'hui, plus d'une dizaine, plus d'une centaine de pharmacies, des pharmaciens plutôt, sont membres, font partie du capital de la CIFARM aujourd'hui. Donc la première industrie pharmaceutique qui a été créée, c'est la CIFARM. Donc les capitaux ont été faits et ont été détenus par les pharmaciens ivoiriens. Je vais parler également de la seconde, qui est aujourd'hui Famivoire Nouvelle. Famivoire Nouvelle a été également créée par les pharmaciens ivoiriens. Aujourd'hui, tous les solutés glucosés qui sont utilisés, que ce soit dans les officines de pharmacie, que ce soit dans les hôpitaux, ce qu'on appelle en général les ballons, mais tout ça, c'est ici que c'est fabriqué. Et le président du conseil d'administration, aujourd'hui, c'est un pharmacien ivoirien. Donc, c'est des capitaux ivoiriens également qui ont été mis en place et qui ont mis en place ces différentes industries. À côté de cela, on a eu d'autres industries qui sont encore là, qui ont des capitaux ivoiriens également. Nous avons LPCI qui a travaillé à un certain moment. Nous avons un certain nombre de choses qui existent. Et nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous avons dit effectivement que nous ne sommes pas sentis soutenus un moment par l'État de Côte d'Ivoire parce que nous nous sommes dit que nous avons voulu effectivement que notre secteur soit protégé. Parce qu'il y avait Quand vous dites protéger, vous pensez à quoi? Non, quand nous parlons de protéger, c'est vrai qu'il y a des mots aujourd'hui qu'au niveau économique, on n'aime plus entendre en parlant de protection, en parlant plutôt des préférences nationales et tout et tout. Protectionnisme. Des protectionnismes et tout. Mais d'une manière ou d'une autre, cela se passe déjà dans d'autres pays. Quand vous allez aujourd'hui en France, malgré que la France se trouve dans l'Union européenne, vous ne trouverez pas, par exemple, des médicaments italiens dans les officines qui se trouvent en France et vice-versa. Voilà, c'est vrai que... Chez vous, qu'est-ce qui bloque? Vous avez la chance d'avoir, si je compte les différents ministres de la Santé, ne serait-ce que les 3 derniers ministres de la Santé, Dr Ala Kouadio Remi, Dr Raymond Goudou, Dr Akawele, vous avez des pharmaciens à la tête du ministère de la Santé et vous avez des difficultés pour pouvoir, j'allais dire, faire passer certaines préoccupations qui, pour moi, semblent être les plus élémentaires. Docteur Diarra l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, avec la nouvelle alerte fiscale qui donc est sortie désormais, nous avons bataillé et nous avons obtenu quand même quelques résultats qui permettent aujourd'hui, en fait, à nos industries locales, là, celles qui sont déjà là, au moins de pouvoir donc se développer, de grandir un peu plus, mais de permettre également à de nouvelles de se créer. Parce que quand on parle d'industrie pharmaceutique, ne pensons pas que l'investissement, c'est juste 100 millions. Voilà, ça va très au-delà de cela. Il est évident que les investissements sont très importants. Sont très importants, si bien que ça demande vraiment beaucoup d'efforts. Et le gouvernement a bien compris cela et a permis, bien sûr, donc d'exonérer un certain nombre de choses. Et nous pensons que dans les années qui viennent,
En tout cas, au niveau de la Côte d'Ivoire, on aura un regain au niveau, bien sûr, de l'industrie pharmaceutique. Vous avez annoncé, docteur Diarra, tout à l'heure, d'ici 4 à 5 ans, on vous rappellera pour voir si les choses ont évolué dans votre sens. Aucun souci. Alors, vous avez posé le problème de médicaments made in Côte d'Ivoire. C'est bien ça. C'est cela. En fait, le médicament, c'est un peu plus complexe parce que c'est le principe actif. Et vous vous rendez compte qu'avec la crise, on a seulement identifié 2 ou 3 pays au monde qui produisent le principe actif. C'est la Chine, c'est l'Inde et puis à la limite le Pakistan. Expliquez un peu le principe actif pour nos téléspectateurs. Alors, le principe actif, c'est la substance contenue dans le médicament qui a l'effet thérapeutique. C'est lui qui agit. Et donc, il est entouré d'autres substances, soit pour faciliter la stabilité, soit pour faciliter la disponibilité au niveau de l'organisme, qu'on appelle des excipients. Et on les ajoute, parce que quand vous prenez un comprimé, quand on vous dit qu'il contient 2 mg, on ne peut pas comprimer 2 mg. On y ajoute d'autres substances, d'autres produits, pour pouvoir lui donner un certain volume, une forme, pour pouvoir le comprimer. Donc, les principes actifs sont très, très difficiles à produire. Et leur production, c'est une industrie qui est très polluante, qui est très, très compliquée, si bien que tous les Européens, pratiquement, ont délocalisé ces choses-là dans les pays en Asie. Et le problème se pose actuellement avec la crise du Covid. Alors, donc, la démarche que nous adoptons, c'est d'aller d'abord vers ce qu'on appelle les MTA, médicaments traditionnels améliorés. Et c'est dans ce sens qu'on a une très bonne collaboration entre le programme national de la médecine traditionnelle et qui, même dans le cadre du Covid, peut-être que ça va venir, mais je peux déjà en parler. Oui, bien sûr, allez-y. Qui, en collaboration donc avec la faculté, a mis à disposition un certain nombre de produits. Les tris ont été faits. Des essais, parce qu'en matière de médicaments, les premiers essais qu'on fait, c'est les essais toxicologiques. Pour voir si le produit qu'on a donné déjà n'est pas toxique. Alors, les essais toxicologiques ont été concluants pour un certain nombre de produits. Donc, l'approche qui est actuellement en cours, c'est l'approche de l'indication, c'est-à-dire voir quelle est l'efficacité du produit par rapport à l'affection donnée. Et ces travaux-là sont en cours, donc il y a une très bonne collaboration, les praticiens ont bien collaboré. Et dans le cadre du Covid-19, très bientôt, on va conseiller en tout cas un certain nombre de produits qui, je vais le préciser, ne sont pas forcément des virucides, c'est-à-dire des produits qui tuent le virus, mais qui peuvent booster, stimuler le système immunitaire pour résister, pour faire face à l'infection. C'est déjà des progrès. Donc, on évolue vraiment dans cette dynamique-là. Oui, il est constant que cette crise sanitaire a révélé au monde la fragilité des systèmes sanitaires de plusieurs pays, notamment en Afrique. La face surprenante de nos systèmes sanitaires a été révélée par cette maladie. On n'est pas encore sorti de la crise, mais il faut déjà penser à tirer des leçons très profondes de cette situation. Le pays qui ne se préparera pas à subir notre crise sanitaire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, et qui n'aura pas tiré des leçons de cette crise-là, s'effondrera à la prochaine crise. La Chine, d'où est partie la maladie, plus ou moins a réussi à contenir cette maladie. Mais il est clair que beaucoup de vérités ont été cachées par les Chinois. Ils sont en train d'être révélés au fil du temps. Après, on fera le débat. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que un pays comme la Côte d'Ivoire devra nécessairement tirer des leçons profondes de cette crise. On a mis beaucoup d'accent sur l'infrastructure depuis pratiquement 10 ans. Il est clair aussi qu'en matière sanitaire, au niveau des hôpitaux, on a une disparité profonde dans le pays. Aujourd'hui, les tests essentiellement sont faits à Abidjan. Tout le reste du pays n'est pas concerné par les tests. C'est d'ailleurs même ça qu'on est un tiers même par rapport aux résultats qu'on a. Parce que quand on dit qu'on a fait 200 tests, qu'on a 30 cas positifs, ou bien 300 tests qu'on a 50 cas positifs, ça veut dire que si on testait plus massivement, peut-être que le nombre de personnes contaminées serait encore plus grand. Et donc, il faut que, essentiellement, les gouvernants aujourd'hui comprennent que la santé est une des valeurs essentielles pour gouverner un pays et qu'il faut investir massivement dans la recherche, dans la construction d'infrastructures, pour que plus tard, on puisse tenir le coup. Parce que là, quand on voit l'évolution de cette crise au niveau de l'Afrique, c'est vrai qu'on dit que ça ne progresse pas comme en Europe, mais il est clair que c'est parce qu'on n'a pas les moyens de tests comme on le veut en Europe
qu'on a des chiffres qui sont assez bas. Nous sommes testés plus massivement, même à Abidjan, peut-être qu'on serait déjà à 6 000 cas si on avait au moins 1 000 tests par jour. Est-ce que je voulais... Très bien. On revient à la question de la disponibilité des produits. Qui garantit cette disponibilité? Bien. Au niveau de la disponibilité des produits, parce qu'il faut dire qu'ici en Côte d'Ivoire, on a un système d'approvisionnement en médicaments qui est vraiment très précis et qui est connu essentiellement en tout Pour le tous les décrire, professionnels de la santé. Aujourd'hui, vous avez entendu effectivement qu'en général, on importe à peu près 90% de notre consommation en médicaments. Et ces médicaments-là sont importés effectivement par ceux que nous appelons dans notre milieu les grossistes répartiteurs pharmaceutiques. Et nous en avons essentiellement 5 en Côte d'Ivoire, 4 donc privés, qui s'occupent donc du secteur privé, et 1 au niveau public, qui est donc la nouvelle pharmacie de la santé publique, qui s'occupe bien sûr donc d'approvisionner les hôpitaux et également donc les pharmacies des centres de santé publics. Et donc, c'est auprès de ces grossistes pharmaceutiques privés que nous, en tant que pharmaciens d'officine privés, nous faisons notre approvisionnement. Et l'État de Côte d'Ivoire, à travers bien sûr donc, les arrêtés qu'ils ont pris, ont donné des exigences à ces grossistes-là. Si bien qu'un établissement grossiste répartiteur est obligé de tenir dans ses entrepôts en tout temps et en tout moment au moins 3 mois de stock et à peu près 2 mois d'encours de stock. Ce qui fait à peu près totalement 5 mois. Et nous en avons ici actuellement 4. Donc chacun de ces 4 grossistes que nous avons rencontrés à la faveur bien sûr donc, de cette crise-là nous a assuré qu'ils avaient effectivement ces stocks-là en leur disponibilité, en leur possession. Et si vous avez remarqué effectivement, à part peut-être 1 ou 2 produits, on n'a pas vraiment eu de problème de rupture en certains produits. Que répondez-vous à ceux qui soupçonnent le secteur pharmaceutique en général d'essayer de renforcer leur business, de faire un peu plus d'argent à la faveur de cette crise sanitaire? Ben là, à ce niveau, je pense que moi, je m'inscris totalement en faux à ce niveau. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en Côte d'Ivoire, les prix des médicaments sont homologués. Les prix des cache-nez, il y a 2 mois, ne sont pas les prix des cache-nez aujourd'hui. Non, j'en viens, parce qu'il y a les médicaments. Les cache-nez en général, vous avez vu, hein, les cache-nez en général ne font pas partie en fait, des médicaments en tant que tel. Mais je viens dans mon explication. Donc, les prix des médicaments sont homologués. En général, le commun du mortel pense que le pharmacien, lorsqu'il détient son médicament, c'est dans son officine qu'il calcule des prix et qu'il affiche sur le médicament pour le mettre en rayon à la disposition, bien sûr, donc, de la patientèle. Non, ce n'est pas comme ça que cela se passe. Quand nous commandons un médicament, nous savons déjà à combien nous l'achetons parce que nous faisons un travail de négoce. Nous achetons, bien sûr, donc, le médicament auprès des grossistes et nous le revendons, bien sûr, donc, à la population. Nous le mettons à la disposition de la population et cela, bien sûr, donc, à travers une structuration donc, du prix qui est vraiment très précis et qui a été donc, déjà défini, bien sûr, donc, par décret. Depuis le dernier décret date, je crois, donc, de 1999. Et c'est celui-là encore qui est toujours d'actualité. Et donc, quand nous recevons nos factures, nous savons déjà le prix de cession, c'est-à-dire le prix auquel nous avons acheté, et le prix public, c'est déjà là. Et en général, les produits viennent avec même déjà des étiquettes. Nous ne faisons qu'enlever les étiquettes et nous les apposons sur les médicaments et nous les mettons en rayon. Pour ce qui concerne le problème des gels hydroalcooliques et également, bien sûr, donc des masques, moi, je suis pharmacien, je suis installé depuis déjà près de 15 ans. Mais c'est seulement cette année que j'ai vendu même peut-être mon premier gel dans mon officine de pharmacie parce que ce n'est pas des produits même qui étaient demandés en tant que tels. Encore moins, bien sûr, donc les masques qui rentrent un peu donc, dans ce qu'on appelle un peu le matériel, le petit matériel en fait, en général. Et là, effectivement, je ne dis pas que les prix sont faits à tout va. Il y a également une petite réglementation également à ce niveau. Pour ce qui a concerné les gels cette année, vous avez vu qu'il y a eu les prix qui sont allés peut-être dans tous les sens, tout simplement parce qu'en général, nos grossistes répartiteurs qui n'ont pas l'habitude donc de vendre ces gels-là n'en avaient pas. Et avec la situation, bien sûr, donc, de la maladie à coronavirus, les pharmaciens se sont retrouvés en face, bien sûr, donc, de leur population qui demandait vraiment les gels. C'était vraiment assez difficile. Nous nous sommes adressés à nos grossistes, mais
qui n'avaient pas non plus le gel. On s'est même souvent fait insulter par certains de nos populations qui nous disaient « Mais qu'est-ce que vous faites ici si vous n'avez pas de gel ?» Alors qu'on parle bien sûr donc du Covid. Nous nous sommes rapprochés bien sûr. La crise de la maladie à coronavirus a quand même commencé en décembre en Chine. Pourquoi il n'y a pas eu une sorte d'anticipation qui vous permettrait, vous, justement, de vous approvisionner dans ces produits-là? Oui, bon, à ce niveau également, c'est ce que j'ai dit, c'est vrai, peut-être qu'on aurait pu peut-être anticiper, je n'en disconviens pas. Mais toujours est-il que lorsque la situation, effectivement, donc, s'est posée, on a cherché un peu dans tous les sens à avoir des gels. On allait même voir certains fabricants et tout et tout. Les fabricants qui étaient prêts à vous vendre au départ, à un moment, ils se sont rétractés. Quand vous allez les voir, on vous dit non, on ne peut plus vous vendre les gels directement. On a maintenant un grossiste à qui on donne, allez voir le grossiste. Et vous savez qu'en matière, bien sûr, donc, de commerce, plus il y a d'intermédiaires, plus les prix augmentent également. Et quand il y a également plusieurs sources d'approvisionnement, ça devient incontrôlé. Moi-même, je me rappelle très bien que le 23, c'est-à-dire avant même que le ministre du Commerce ne prenne son communiqué pour plafonner le prix des gels, j'ai fait un courrier que j'ai adressé à l'ensemble des pharmaciens de Côte d'Ivoire pour leur dire, en tout cas, attention, faites attention, parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a un business qui se fait autour, bien sûr, donc, des gels. Et si on ne fait pas attention, les gens vont penser que c'est nous qui sommes en train de faire de la surenchère sur les gels. Le même gel que vous achetez aujourd'hui avec un fournisseur à 1000 francs, le lendemain, quand vous allez, quand il voit que la demande est importante, il vous dit le même gel, ça a 2000 francs. Mais ce sont dans les officines de pharmacie qu'on voit. Mais c'est ce que je dis justement. C'est pour cela que nous, c'est les pharmaciens qu'on indexe. Ça dépend justement d'où on a pris, où on s'est approvisionné au niveau. Donc, mais là, si vous l'expliquez pas mis, tel que vous le faites sur ce plateau, nous, on a bien l'impression. C'est ce que nous sommes en train de vous dire justement. Parce que le même gel que vous avez acheté aujourd'hui à 1000 francs, le lendemain, vous allez voir la personne, vous avez acheté peut-être juste un carton de 24. Le lendemain, puisque vous n'avez plus de stock et que la population demande, vous allez voir le même fournisseur et vous dit mon gel n'est plus à 1000 francs, mais il passe à 2000 francs. Mais avec aujourd'hui, la pression que nous subissons avec nos populations, c'était vraiment difficile. Beaucoup de pharmaciens même ont refusé de prendre des gels parce que ce n'était pas tenable sur le terrain. Okay. Nous avons même demandé aux pharmaciens, faites attention, n'alimentez pas cette surenchère et beaucoup de pharmaciens se sont mis en fait donc de là. Donc, ce n'est pas le pharmacien qui a fait en sorte que le prix du gel sur le terrain est devenu à un niveau assez important. Très bien, on vous a entendu. Je propose qu'on se prononce également sur la chloroquine. Est-ce qu'on en a suffisamment en Côte d'Ivoire? Est-ce que ce médicament joue un rôle important dans la guérison des personnes contaminées à la maladie à coronavirus? Docteur Diarra? Oui, merci. La chloroquine, évidemment, est un médicament qui est très connu sous nos tropiques. La chloroquine a été exploitée pendant longtemps, depuis les années 60 jusqu'en 2006, comme antipaludéen sous forme de 2 sels. Il y avait le sulfate de chloroquine dans la fameuse nivaquine qu'on connaissait, et puis il y avait la forme phosphate de chloroquine qui était plutôt dans résochine. Pour ceux qui sont un peu anciens, ils savent ce que c'est. Et donc, le produit a été utilisé comme antipaludéen à 2 titres, à titre curatif et même dans la prévention du paludisme. Et puis, l'OMS ensuite a estimé, puisqu'il était en vente libre, l'utilisation était un peu... tout le monde l'utilisait. Il y a eu des phénomènes de résistance. C'est-à-dire que le plasmodium, qui est l'agent sur lequel il devait agir, il n'avait plus d'effet sur la plupart des souches de plasmodium. Donc, il a été décidé de son retrait, comme antipaludéen. Et quand il a été retiré, après, il y avait une autre forme, on appelait l'hydroxychloroquine, qui est... Bon, ça c'est très chimique, c'est vraiment très technique, qui est l'hydroxychloroquine, à qui on a trouvé des activités... il était très efficace, l'hydroxychloroquine, contre le lupus érythémateux et la polyarthrite rhumatoïde. Et donc, l'hydroxychloroquine est resté en circulation, mais uniquement dans ces indications-là, pour traiter le lupus et la polyarthrite rhumatoïde, mais uniquement sur ordonnance. C'est-à-dire qu'il faut une prescription pour pouvoir le délivrer.
C'est ainsi que certaines officines, comme ce n'est pas des maladies très courantes, le produit n'était pas disponible dans toutes les officines, mais certaines officines en avaient. Et jusqu'à arrive le phénomène du coronavirus. Des tests ont été pratiqués en Chine avec l'association notamment hydroxychloroquine, azithromycine qui ont donné des résultats. Encourageant. Encourageant. Et les mêmes tests ont été repris après à Marseille par le professeur Didier Raoult qui a donné un certain nombre de résultats. En Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on fait? En Côte d'Ivoire, évidemment, la chloroquine fait partie de l'arsenal thérapeutique du traitement. On n'a pas adopté l'azithromycine en Côte d'Ivoire, mais la chloroquine, à un certain niveau du traitement, fait partie donc des médicaments retenus dans le traitement. Donc, si vous avez vu la décision ministérielle qui a été prise après l'arrêté. Voilà. Donc, la chloroquine, dans ce cadre-là, est donc disponible dans les centres de traitement. Elle est disponible dans les centres... disponible aussi en pharmacie. Disponible en pharmacie, mais dans le cadre de l'utilisation pour traiter la polyarthrite rhumatoïde. Parce que les patients qui utilisent la polyarthrite rhumatoïde sont toujours là. Mais est-ce que vous avez l'assurance que des patients craignant éventuellement de tomber malade de la maladie à coronavirus vont s'approvisionner en chloroquine, même sans avoir une ordonnance? Oui, est-ce que vous arrivez à contrôler tout cela? C'est ce qui s'est produit à un moment, c'est ce qui a fait la ruée vers les officines de pharmacie. On a vu des gens venir pour demander la chloroquine. C'était pourquoi non, je veux le prendre en entendant. Donc, tout le monde a enregistré que s'il faisait de la prévention, il allait se prémunir, mais c'est pas bon. Et donc, c'est pas bon. Est-ce que vous avez pu justement écrit contrôler cette ruée vers la chloroquine? On a écrit à tous les pharmaciens de ne délivrer la chloroquine s'ils en disposent que sur prescription médicale. Et que dans le cadre du Covid-19, la maladie à coronavirus, la chloroquine est utilisée uniquement en milieu hospitalier. C'est ce qui est dit dans les directives. Et c'est ainsi que les dons qui ont été faits de chloroquine ont été acheminés directement en milieu hospitalisé. En milieu hospitalier. Donc, je peux vous dire que tous les patients dont l'État nécessite l'utilisation de la chloroquine en milieu hospitalier, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, seront traités à la chloroquine. Ça, il n'y a pas de don. Et 3500 doses la semaine dernière. Données par Sanofi. Données par Sanofi. Avant ça, il y avait eu le don de la CEDEAO à travers l'OAS, l'Organisation ouest africaine de la santé, qui est donc disponible. Et c'est aux praticiens en milieu hospitalier, quand ils sentent la nécessité de l'utiliser, qu'ils l'utilisent. Pour ce qui concerne les officines de pharmacie, en tout cas, l'ordre de leur envoyer un courrier pour leur demander de ne ni rentrer dans la surenchère, parce que c'est sûr qu'avec la demande, ni rentrer dans la surenchère et de ne jamais délivrer ces produits sans prescription médicale. Et quel est le sentiment suite à cette mise en garde? Vous avez le sentiment que cela est respecté? Oui, en tout cas, de façon générale, quand même, les gens respectent. Notamment, et puis de toute façon, sur la chloroquine, l'hydroxychloroquine, ça, ce sont des médicaments dont les prix sont vraiment homologués. Donc là, il n'y a même pas de risque de surenchère normalement sur ces produits-là qui sont enregistrés normalement en Côte d'Ivoire et qui disposent d'une autorisation de mise sur le marché. Donc tous les pharmaciens, en tout cas pour les médicaments enregistrés en Côte d'Ivoire et qui sont dans les officines, respectent en tout cas les prix. Très rapidement, il paraît qu'il y a des circuits parallèles de production de chloroquine. Vous en avez entendu parler? Oui, effectivement, on en a entendu parler. C'est le circuit illicite. On nous a même donné une liste de produits qui n'ont jamais été enregistrés en Côte d'Ivoire, qu'on ne connaît pas, qui sont censés contenir de la chloroquine. Censés. Contenir même de l'hydroxychloroquine. On en a vu circuler. Il y a eu des prises, notamment la dernière fois à l'aéroport, portant sur à peu près 1 tonne de médicaments, d'une façon générale, parmi lesquels il y avait aussi ce genre d'hydroxychloroquine. Et on nous a rapporté aussi que ça se retrouve sur les marchés des rues, et que les populations, vraiment, ça donne. Donc, je voudrais vraiment interpeller pour demander aux populations de faire très attention parce qu'en général, ce sont des produits qui sont présentés comme vous n'avez aucune garantie que c'est la chloroquine qui est à l'intérieur. Effectivement. Et encore, même si la chloroquine est dedans, quelle est la qualité de cette chloroquine?
Donc, ça ne sert à rien. Dans la maladie à coronavirus, il n'y a pas de traitement médicamenteux préventif. Il y a des attitudes qu'il faut avoir, des attitudes, notamment gestes barrières, les gestes barrières et tout ça. Il y en a même qui, dans le cadre du renforcement de l'immunité, se mettent à la vitamine C, qui est une vitamine hydrosoluble, qu'ils en prennent tous les matins. On sait que c'est fortement immunisant. Enfin, ça renforce l'immunité. Il y a un certain nombre, mais il n'y a pas de traitement préventif. Ça ne sert à rien d'aller prendre des médicaments, les boire, pour penser que quand la maladie va arriver, elle ne va pas me concerner. Ça ne sert à rien. C'est plutôt s'intoxiquer et il faut éviter ces pratiques-là. Merci beaucoup. Dans un instant, on va aborder les questions relatives au Covid Organix, médicament proposé par Madagascar justement pour lutter contre le coronavirus. On va également parler des tests. Ce sera juste après la pub. Retour sur le plateau de NCI 360. Nous poursuivons notre entretien avec Dr Diarra Aruna. Il est le président de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire et Dr Kanigui Ouattara, président de l'Union nationale des pharmaciens de Côte d'Ivoire, pharmaciens privés de Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, vous nous avez expliqué tout ce qui a trait à la chloroquine. J'ai envie de vous poser la question de savoir quel est votre sentiment, votre point de vue, votre analyse sur le remède proposé par le président malgache, Covid Organix. Serait-ce une solution africaine à cette maladie ? Oui, effectivement, je pense que nous avons tous vu dans la presse l'annonce qui a été faite par le président malgache à travers, bien sûr, donc, la solution qui a été mise en évidence par l'Institut de recherche à Madagascar. Il s'agit en réalité d'une boisson qui vient en fait d'une plante qui est d'origine chinoise, qu'on appelle bien sûr donc l'Artemisia annua, et dont le nom traditionnel chinois c'est à base bien sûr donc de ce qu'on appelle le kenguasu. Voilà. Mais l'Artemisia annua, il faut savoir, ce n'est pas une nouvelle plante, c'est une plante qui est déjà très largement connue. Très vertueuse. Et très vertueuse, effectivement. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% des antipaludiques, même qui sont, je dirais même 90% des antipaludiques qui sont utilisés mais en Côte d'Ivoire ici, sont donc dérivés de cette plante-là, qu'on appelle donc l'Artemisia annua, de laquelle on extrait l'artémisinine, qui est en fait aujourd'hui un peu, on a parlé des principes actifs tout à l'heure, c'est donc le principe actif aujourd'hui qui se retrouve dans certains antipaludiques et également l'artéméter. Et Docteur Diarra, tout à l'heure, en vous parlant de la chloroquine, nous avait dit effectivement que le germe du paludisme, la chambre pathogène, c'est-à-dire le plasmodium, avait développé des résistances vis-à-vis de la chloroquine. Et une des solutions, bien sûr, donc, pour traiter le paludisme, avait été effectivement cette plante-là, donc, de laquelle on a tiré, bien sûr, donc, l'artémisinine et, bien sûr, aujourd'hui, son dérivé qui est donc l'artéméter. Donc, c'est une plante qui est connue, que nous utilisons même ici en Côte d'Ivoire. La plupart des médicaments de paludisme contiennent cette plante-là, à laquelle on a associé, en fait, une autre molécule pour faire ce qu'on appelle les CTA, c'est-à-dire les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, donc qui constitue aujourd'hui la base thérapeutique pour le paludisme. C'est vrai qu'on sait que c'est une plante qui a beaucoup de propriétés, notamment antipaludiques, mais qui ont également d'autres propriétés et qui pourraient peut-être également aider l'organisme, comme l'a dit le Dr Diarra, dans le cadre bien sûr donc, de la lutte contre le Covid. Mais c'est vrai, on ne connaît pas forcément une activité virucide donc, bien sûr, donc, de cette plante-là. C'est ce qui explique la réaction de l'OMS ? Bon, l'OMS peut-être fait ses réactions. Qui émet des réserves. Mais comment nous, vous comprenez cas, cela ? À chaque fois qu'il voilà. y a un produit qui est proposé, nous, en tout cas, à notre niveau, l'OMS réagit de la sorte. Nous, en tout cas, à notre niveau, nous sommes pour ce qu'il y ait, en fait, une mise en évidence de la connaissance de nos différents pays. On a parlé tout à l'heure des médicaments traditionnels améliorés. Et je pense que c'est dans cette catégorie-là qu'on peut peut-être aujourd'hui classer la solution qui a été donc mise en évidence par Madagascar. Et ça demande encore peut-être d'être poussé pour savoir un peu, pour arriver peut-être à affiner en tant que tel. Mais sinon, l'Artemisia annua, on la connaît, c'est une plante, on connaît d'une manière ou d'une autre ses vertus. Et moi, en tout cas, en tant qu'Africain et en tant qu'également, bien sûr, donc scientifique pharmacien, je ne pense pas que ça peut faire plus de mal dans cette situation-là. Et donc, c'est des choses qui, pour moi, peuvent
aider et qu'on doit toujours chercher, bien sûr, donc à creuser pour pouvoir l'améliorer. C'est une bonne piste, selon vous? C'est une bonne piste, bien sûr. Aujourd'hui, aucune piste ne doit être négligée. On a parlé tout à l'heure de la solution avec les tradipraticiens. Dr Diarra vous a dit tout à l'heure que nous sommes en collaboration avec eux. On a identifié des plantes avec eux que nous sommes en train donc de regarder, de tester. Peut-être que nous aussi, en tout cas en Côte d'Ivoire, dans quelques jours, on va vous proposer quelque chose dans ce même sens. Vivement. Voilà. Vivement. Oui, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a tous suivi avec quel empressement le président malgache a annoncé sa potion magique. Et le rappel à l'ordre, en quelque sorte, de l'OMS. L'OMS qui, elle-même, aujourd'hui, est un peu Controversée pour avoir caché certaines vérités par rapport à cette maladie, cette pandémie. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, quel que soit ce qu'on peut reprocher à l'OMS, il ne faut pas perdre de vue que l'urgence de la situation ne doit pas nous conduire à des comportements qui sont antiscientifiques. Il faut respecter la rigueur scientifique. Il y a par exemple un médicament, il y a tout un processus qui doit être validé et donc il n'y a pas de complexe à accepter qu'on s'ouvre les procédures. Et donc l'Afrique, c'est vrai, elle peut avoir des vertus au niveau médical, mais il faut que dans tous les cas, on s'ouvre les procédures et que tous les produits qu'on propose aient passé toutes les étapes de vérification pour ne pas que demain, la solution soit pire que le mal qu'on veut. Voilà. Alors, dernière question pour vous, messieurs les docteurs, les pharmaciens. Est-ce que vous pouvez nous parler de la nature et de la qualité des tests utilisés dans le cadre du dépistage pour identifier les malades du coronavirus? Oui, évidemment, dans le cadre en matière des tests, de façon classique, il y a deux procédures. Ou bien on met en évidence le germe lui-même, ou bien on met en évidence sa trace, la trace du germe. C'est-à-dire que lui-même, on n'a pas pu l'identifier lui-même, mais on a des éléments qui peuvent dire que non, il est passé par ici. Je crois que c'est ce procédé-là qu'on utilise. Dans le cadre de la maladie à Covid-19, le test qui a été qualifié, qui est le test qui est utilisé, c'est la technique qui est utilisée actuellement, la PCR, qui est une technique pour mettre en évidence le germe lui-même. Et le prélèvement se fait dans la sphère rhinopharyngée. Et ensuite, la sphère comment? Rhinopharyngée. D'accord. Donc, dans le nez? Dans le nez. Très bien. On passe le couvillon dans le nez et le virus, quand il est présent, il va vivre... il a une zone de prédilection au fond, dans le nez. Bon, on n'est pas rentré dans les détails techniques. Et on fait le prélèvement, on fait l'extraction. On a une technique qui est une technique d'amplification, qui est la PCR. C'est-à-dire, il a ARN, on fait amplifier l'ARN jusqu'à arriver à un seuil détectable. C'est quoi l'ARN? L'ARN, c'est le matériel génétique. D'accord. On a ADN, acide désoxyribonucléique, et ARN, acide ribonucléique. Donc, on arrive à le détecter, à savoir que le virus, il est là, et qu'il est présent. Donc, le test qui est utilisé a lui aussi ses limites, parce que sa fiabilité aussi a des limites. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, comment le prélèvement est fait et tout ça, donc qui sont des facteurs un peu qui limitent. Mais dans tous les cas, c'est le test qui est validé, qui est en cours. Maintenant, il y a d'autres techniques qui sont les tests rapides, qui sont en général des tests sanguins, et qui sont ce qu'on appelle généralement les tests clés-serrures, antigènes-anticorps. Et ça suppose, pour certains tests, comme on peut fixer l'antigène et puis faire passer le sang qui contient l'anticorps. Quand il y a l'anticorps qui est présent dans le sang, quand il passe, l'antigène étant fixé, il vient, il se forme et puis on fait sortir la coloration. C'est ce procédé-là qui est utilisé, mais pour le moment, il ne permet pas de dire que le virus, il est là, présent, vivant. Il peut situer pour dire que le virus, il est passé par là, mais ça ne peut pas véritablement faire la différence entre ceux qui l'ont eu la maladie, qui sont guéris, et ceux qui sont porteurs. Et ceux qui sont porteurs de la maladie. Il n'y a pas encore de vaccin, sinon en général, ce genre de tests aussi permet de révéler si la vaccination a été bien faite. C'est-à-dire la vaccination consiste à faire venir des anticorps qui viennent se préparer pour attendre. Dès que l'antigène arrive, il le bloque et puis la maladie ne s'exprime pas. C'est le principe.
Et donc, ces tests-là, qui en général fixent des antigènes, viennent quand l'anticorps arrive, qui vient se fixer. Mais il y a des possibilités, et je crois que c'est ce qu'ils sont en train d'exploiter maintenant, de pouvoir faire la différence entre les différents anticorps. Parce qu'on a un type d'anticorps qu'on appelle les IgM, c'est très technique. Hein? Ces IgM tracent une infection récente par rapport aux IgG qui donnent une idée d'une infection ancienne. S'ils arrivent véritablement à faire la différence entre les IgM et les IgG du virus pour le coronavirus, je crois que là, les tests sanguins seront beaucoup plus expressifs et vont beaucoup plus aider dans le diagnostic. Sinon, non, dans le dépistage même, déjà, de la maladie. Très bien. En tout cas, merci à vous, docteur Harouna Diarra, président de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire, et docteur Kanigui Ouattara, président de l'Union nationale des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire. Merci d'être venu répondre à nos questions. Oui, avant que tu ne conclues ce chapitre-là, oui, je voudrais appeler, parce que j'ai vu une vidéo il y a quelques jours de personnes, de populations qui font le tour des CHU, qui font le tour des hôpitaux, qui ramassent les masques déjà utilisés, qui vont les laver et qui les remettent sur le carrefour d'Abidjan, les remettent en marche. Il y a même des couturiers qui sont spécialisés à refaire le raccordement. C'est extrêmement dangereux. Il faut peut-être lancer un appel aux populations pour leur dire que ces masques-là peuvent contenir la maladie et que personne ne devrait se hasarder à les acheter sans connaître leur provenance. Une question de les identifier aussi, parmi tous les masques qui sont vendus à Abidjan. En tout cas, on en appelle à la vigilance de tous. Merci à vous, cher docteur, d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. On espère vous retrouver sur d'autres plateaux pour aborder des questions dans le cadre de cette lutte contre cette pandémie qu'est le coronavirus. Merci beaucoup. Épicentre du Covid-19 dans la ville d'Abidjan, avec le plus grand nombre de cas confirmés, Cocody mène la lutte contre la maladie à coronavirus. Tous les quartiers de cette commune UP ne sont pas logés à la même enseigne en matière de suivi de mesures barrières. À Gobélé, quartier défavorisé qui jouxte les résidences cossues des deux plateaux, Vallon et Atoban, les habitants, dont le quotidien est déjà difficile, disent vivre péniblement la crise sanitaire du coronavirus. Résidents, travailleurs en chômage technique, enfants insouciants, jouant toujours au petit poteau, ménagères sans ressources pour s'offrir des cache-nez et du gel hydroalcoolique, décrivent leur calvaire et leur galère à l'heure du coronavirus. On en parle dans un instant avec une sociologue. Le temps pour nous de suivre ce reportage de Thiemé Dandje et Eric Kimou. Cocody, nord-est d'Abidjan. Dans les rues de cette commune huppée de la capitale économique de Côte d'Ivoire, l'on fait l'effort de respecter le port de masque, désormais obligatoire. Aux deux plateaux Vallon ou encore à Atoban, les populations s'inscrivent dans le suivi de cette mesure barrière pour freiner la propagation du coronavirus. À quelques mètres de là, dans cette cuvette sur le flanc de la colline, nous voici à Gobelé, avec ses baraques en bois et de plastique. Ici, la réalité est tout autre. Quartier aux conditions de vie précaires qui jouxtent ces résidences cossues, nous y trouvons des enfants insouciants, s'adonnant dans l'indifférence de leurs parents à une partie de football. Les enfants, tu es là et puis un coup, tu les vois, même ils sont remplis sur le terrain en train de jouer au foot. Vous voyez, voilà, le temps, on va prendre pour les chasser pendant ce temps, ils se sont déjà touchés. En ce lieu, rares sont les habitants qui portent un masque. Souvent, tu n'as pas 500 même pour manger. Et puis, tu vas prendre 500 francs pour aller payer cache-nez. En tout cas, franchement, quand je vois cela, je préfère payer ça et 1 kilo de riz pour nourrir mes enfants qu'aller payer cache-nez 500. Si le jour que moi j'ai payé là, c'est que le jour là, il écrit sur les enfants, il fait faux bruit même. Parce que ce qu'il prend pour débrouiller, c'est ça qu'il a pris pour payer alcoolique là. Donc, je suis obligée de faire faux bruit même. Si moi j'ai payé là, ça ne me fait pas plaisir. Gobelé est désormais le lieu de commerce de cette jeune fille déscolarisée pour faute de moyens. Elle déplore que plusieurs habitants foulent aux pieds des mesures barrières contre le coronavirus. On doit prendre les précautions pour rester en vie. Ici, les gens disent que non, eux ils ne sont pas des chiens pour attacher cache-nez. Donc, on se regarde. Les affaires ne marchent plus également pour ce couturier. Les journées sont désormais meublées par la confection de masques. Quoique le prix soit modique, ils ne s'arrachent pas comme des petits pains. Comme on est là, on confectionne, on n'arrive pas à écouler, donc on est obligé de... Je suis obligé même de donner plus que ce que je vends.
Le gouvernement, prenant la pleine mesure de la crise du Covid-19, a lancé des opérations de soutien aux populations vulnérables. Ici, l'on jure n'avoir pas encore été touché par le vent de la solidarité gouvernementale. Le gouvernement fait beaucoup, mais les dons n'arrivent jamais aux populations. Voilà, ça n'arrive pas parce qu'on est là, on voit. Ce que les gens ont besoin plus, il y a les gels, hein? Il y a les javels, il y a tout ce qui peut, amener à rendre propre, comme on le dit, pour lutter contre la maladie. Voilà. Mais les dons, il faut que quand les dons viennent, ceux qui emmènent les dons puissent assister pour que ça puisse aller un peu partout. C'est difficile même. Je n'arrive pas à payer mes crédits que je vais prendre pour vendre, mais je n'arrive pas à payer. Donc crédit là, ça double sur moi encore. Le gouvernement n'a qu'à nous aider, c'est moi, mon frère. Il n'a qu'à nous aider, nous, quand on n'a pas de moyens pour faire commerce là. Sincèrement, c'est dur. C'est dur pour nous. C'est un peu qu'on avait, c'est ça. Au début, là, on a payé les manger, on a commencé avec. Mais maintenant, le manger est fini, on est à la maison. Dans le quartier, nous souffrons trop, mais le gouvernement n'a qu'à venir à notre aide. Gobelet est l'un des quartiers précaires d'Abidjan où des morts sont déplorées en période pluvieuse. Plusieurs fois déguerpi, le lieu est aussitôt recolonisé par les habitants à faible revenu, dont le regard reste tourné vers l'État pour améliorer leur quotidien, déjà difficile et impacté par le Covid-19. Et pour aborder la question de tous ces quartiers défavorisés de la ville d'Abidjan, je reçois pour vous, chez vous, professeur Touré Téné Diabaté. Elle est sociologue. Bonsoir, professeur. Bonsoir, M. Diabaté. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes sociologue, auteur de travaux de recherche sur les quartiers précaires d'Abidjan et bidonvilles de l'intérieur, notamment Bardo à San Pedro. Oui. Quel est le sentiment qui vous anime quand vous voyez ce reportage sur Gobelet? Je dis simplement que c'est vieux comme le monde, les quartiers précaires. Et c'est pour cela qu'on parle de métropolisation du monde. C'est vrai lorsqu'il y a de grandes villes, lorsqu'il y a des quartiers cossus, comme vous l'aviez dit, eh bien, il y a toujours des quartiers précaires. Parce que le personnel de maison veut s'approcher des lieux de travail. Parce que tout simplement, les zones d'emploi sont prises d'assaut, bien sûr, par les employés, les ouvriers, mais ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'habiter dans un quartier. Et donc, toutes les grandes villes ont leurs quartiers précaires. Mais pourquoi? Justement, dites-nous pourquoi. La ségrégation de l'espace. La morphologie sociale. Quand on fait l'histoire de la morphologie sociale, on se rend compte que la ségrégation de l'espace, lorsque l'aménagement rejoint l'espace pour pouvoir, faire en sorte que la spéculation foncière prenne le pas sur la ville, ce n'est pas tout le monde qui sera logé à la même enseigne. Et vous avez la promiscuité dans ces quartiers. Vous avez parlé du Bardo, San Pedro, qui a été une symphonie inachevée, nous le savons, dans le cadre de l'aménagement du territoire. Nous avons à Abidjan, l'île de Petit Bassam, c'est-à-dire autour du port, en allant à Koumassi, à Port-Boué, etc. Mais ce sont des zones d'emploi qui ont attiré ces quartiers précaires. Et dans ces quartiers précaires, il y a effectivement de la promiscuité. Le reportage que nous avons vu, c'est du réel. Et ce que nous relevons de tout ceci, c'est cette insensibilité de l'urbain. Parce que nous savons qu'il y a la pauvreté dans ces quartiers. Existe-t-il des solutions justement pour améliorer le quotidien des populations qui vivent dans ces quartiers, qui souvent y sont à leur corps défendant? Oui, il faut quand même dire que ces quartiers ont une histoire. Et lorsque vous alliez mener des études, vous allez mener des enquêtes, vous savez qu'il y a des premiers habitants qu'ils connaissent. Donc il y a des réseaux sociaux dans ces quartiers. Il y a des liens sociaux dans ces quartiers. Moi, je crois que c'est ce qu'il faut utiliser. Ces chefs de quartier, parce qu'il y en a, dans ces quartiers précaires, vous avez des chefs de quartier. J'ai à côté de moi monsieur le maire, ce n'est pas lui qui me dira le contraire. Il y a des chefs de quartier, les habitants savent qu'il y a eu un premier arrivant, ensuite un second. Donc, il y a toute une, scarification dans ces quartiers précaires. Mais je crois que c'est ce qu'il faut utiliser. Cela est important. Et l'utiliser, je vais encore interpeller la collectivité locale, le maire est à côté de moi. Et quand je parle de morphologie sociale, c'est de cela qu'il s'agit. Comment nous allons faire en sorte d'aménager nos villes?
comment nous allons faire en sorte que nos villes soient durables. Parce que je dis très souvent à mes étudiants d'ailleurs que la ville n'est pas durable, mais la ville offre des opportunités de durabilité et de résilience. Donc, il y a tout ceci à voir. La localisation de ces quartiers précaires. N'attendons pas les pluies, n'attendons pas les orages pour pleurer les morts dans ces quartiers. Nous savons qu'il y a des zones non édificantes. C'est le maire à droite de moi. On le sait. On a des plans directeurs qu'aujourd'hui, nos élus, nos maires se disent en première priorité qu'il y a des plans d'aménagement à faire dans ces villes. Et que tout ce qui est zone non édificante, les talvecs, tout ce qui n'est pas constructible, qu'on ne permette pas de construire. Et qu'on dégage des parcelles pour les assainir. Quitte à ce que, bon, je ne vais pas donner la recette à monsieur le maire, quitte à ce qu'on taxe ça dans l'avenir, mais toujours est-il que ce sont des choses à faire. Nous avons eu les lotissements à équipement minimum. Ça peut se faire. Nous les avons eus du côté de Yopougon-Kouté. C'est vrai qu'il n'y a pas eu un suivi après, par la Société d'équipement des terrains urbains à l'époque, mais je dis que ce sont des solutions que nous avons eues en Côte d'Ivoire. Parce qu'à l'époque, quand nous avons les perspectives décennales de la ville d'Abidjan dans les années 85, avant d'arriver aux perspectives décennales, nous avons justement géolocalisé tous les quartiers précaires. Koumassi Poto-Poto, peut-être que vous étiez plus jeune à l'époque, mais c'était Koumassi Poto-Poto, nous l'avons assaini. Koumassi Poto-Poto, Koumassi aujourd'hui, ce côté qui se relie à Marcory, on ne pouvait pas y accéder. C'est les marécages. Les marécages, merci M. Yarasouba. Ça a été aménagé. Je crois que la ville est le miroir des changements. Il faut que nous suivons la ville. Et c'est pour cela que je suis une adepte du chemin de fer. Parce qu'arrivons aujourd'hui à décongestionner nos villes. Ce n'est pas normal que l'humain voit l'autre humain en train de périr dans la pauvreté. Et comme vous l'aviez dit tout à l'heure, ces quartiers, à côté des quartiers cossus, je crois que ça nous interpelle. Le contraste est grand. Le contraste est trop grand. Et là, ce sont des bombes à retardement. C'est des bombes sociales. Vous voyez tous ces enfants qui flagronnent dans la rue? Mais comme on l'a dit, ils ont le reflet dans le cordon ombilical. C'est-à-dire qu'ils ont des réactions sur le tard. Et ça nous interpelle. Nous sommes au XXIe siècle. Attention, une société mobile, n'est-ce pas, nomadisée par l'urbanisation. Mais il faut arrêter un jour. Il faut faire en sorte que certaines de nos régions soient des villes décroissantes, des villes humaines. Et on peut le faire. Il faut que nous allons vers l'usine verte. L'usine verte, c'est quoi? C'est le maire à côté. Nous parlons aujourd'hui de transformation de nos matières premières, mais allons les transformer en milieu rural pour délocaliser un peu ces populations. Ce n'est pas un rêve, c'est une vision pour sa population. Et on doit le faire. Voyez-vous, vous nous donnez souvent, à travers les médias que vous aviez, vous nous donnez l'opportunité de suivre le développement de certains de ces pays. Mais le rail, c'était quoi? C'était au XIXe siècle. Mais ces grandes régions se sont développées avec le rail, avec le chemin de fer. On voit même par le chemin de fer, des consultations à bord du rail, des chemins de fer, du train. Qu'est-ce que nous attendons? C'est vrai, il y a le pétier à Abidjan, le programme des transports urbains à Abidjan. Mais décongestionnons nos villes. Décongestionnons nos villes. Il faut arriver à le faire, c'est vrai. On va avoir le métro à Abidjan. Il faut qu'il y ait le train qui relie nos différentes régions pour permettre à cette population stagnante, pauvre, d'aller vers l'intérieur. Il ne faut pas que nous ayons nos résidences secondaires à l'intérieur. Il faut que nous allons chercher la richesse à l'intérieur. Très bien. Oui, Félix Boni. Je pense que le professeur a carrément poser le diagnostic de la situation. Planter le décor, oui. Planter le décor, comme on le dit couramment. Et c'est une histoire réelle, mais la vérité, c'est qu'à côté de quartier cossu, on a besoin de ce personnel, de ce petit personnel. C'est-à-dire, on a besoin du jardinier, de la gouvernante de la maison,
celui qui s'occupe du chauffeur, tout ce personnel, qui n'a pas la possibilité de vivre dans le même quartier que les patrons. Et donc, elle a pratiquement proposé la solution. Il faut trouver des moyens. On a par exemple le cas d'un quartier à Bobo qui était ici au cœur d'Abidjan, qui s'appelait Washington, qu'on a fini par délocaliser sur la route d'Alépé, qu'on appelle aujourd'hui Biabou ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir un plan d'urbanisation qui prévoit, qui anticipe et qui prévoit, comme je le dis, des habitats qui peuvent être occupés par ces populations et prévoit des moyens de transport. Elle a parlé tantôt des rails, des moyens de transport pour que ces personnes puissent avoir accès à leur lieu de travail à bon prix et ne pas être obligées de vivre, j'allais dire, non loin de leur lieu de travail et donc de prendre le risque de vivre dans des endroits comme ce qu'on a vu tantôt. Les gens, ils sont pratiquement dans le ravin, c'est-à-dire les bassins d'orage sont occupés par des populations. Bientôt, on aura la saison des pluies. On verra encore qu'il y aura encore des morts. Et on va encore activer ce qu'on appelle le plan hors sec, organisation secours. Mais avant qu'il y ait des saisons de pluie, qu'on ait les plans hors sec, il faut anticiper. Il faut penser à la situation de ces populations. C'est pourquoi, dans un gouvernement, on ne peut pas seulement avoir un ministère de la solidarité pour aller faire la solidarité lorsqu'il y a eu des sinistres. Il faut qu'il y ait une planification, une anticipation. Pour éviter même qu'il y ait des sinistres. Éventuellement sinistres. Et là, je suis d'accord avec vraiment madame, de sorte qu'il y a des villes, vous avez appelé la ville... décroissante. Où les populations doivent vivre. Monsieur le maire, il est à peine à combien de kilomètres d'Abidjan? 120 kilomètres d'Abidjan. Je pense que 120 km, ce n'est pas loin d'Abidjan. On peut développer ce genre de villes pour que ce soit des villes dortoirs, en mettant des moyens de transport pour que les gens puissent venir rejoindre leur lieu de travail et puis repartir tranquillement, redormir dans leur lieu de travail, au lieu d'obliger les gens à vivre à proximité des villas conçues. Et je crois que, si je donne l'exemple de la ville de Tokyo, que je connais un peu pour avoir eu la chance de fréquenter, vous verrez que rarement on voit ces bidonvilles. Parce qu'il y a eu une vision, une planification. Vous ne verrez pas dans le grand Tokyo des bidonvilles à côté des grands immeubles. Mais on a des populations qui ont des moyens assez modérés, mais qui viennent travailler et qui ont des moyens de se replier, aller dormir et revenir le lendemain pour travailler. Ça, c'est une question de vision, de planification. Abidjan n'est plus qu'une ville. Abidjan, c'est un district. On a un gouverneur. Je pense que c'est le moment de planifier tous ces éléments, de sorte à limiter vraiment cette disparité qui crée la frustration desquelles naissent un autre phénomène, le phénomène de banditisme, de déviation sociale qu'on connaît jusqu'à présent. Oui, Assalé. Non, il faut dire que, puisque nous parlions du Covid-19, c'est à cette occasion que ce reportage a été réalisé. Et je dis que cette maladie va permettre de mettre le doigt sur les disparités qu'il y a dans nos pays. Aujourd'hui, même au niveau de l'éducation nationale, le ministère a demandé qu'il y ait des cours à la télévision. Mais est-ce que Madame la ministre a une fois été dans les campagnes, dans les villages, pour savoir que... non, dans les bidonvilles, il y en a à Abidjan. Voilà, il n'y a même pas dans les villages, dans les bidonvilles, il n'y a même pas de télévision. Il n'y a pas accès à Internet pour pouvoir avoir l'information. Alors, vous savez, tout à l'heure, il y a une dame qui disait que le cache-nez, le masque coûte 500 francs. Elle n'a même pas ça pour vivre, donc elle préfère acheter à manger que d'aller acheter le masque. C'est ça que pour se protéger, il faut bien vivre. Il y a une morale des riches et une morale des pauvres. Dans cette situation, le pauvre a vite fait de mettre sa morale en action. C'est sa survie. Alors, ces 500 francs ne serviront pas à payer le masque, laisser le riche pour les enfants. Donc il faut que, comme madame l'a dit, qu'il y ait de la vision. Moi, je suis un élu local, j'ai été très surpris de découvrir qu'en arrivant dans ma commune, qu'il n'y avait pas de plan de directeur, d'urbanisme directeur. Et pratiquement 90% des villes de Côte d'Ivoire n'ont pas de plan d'urbanisme directeur. Voilà. Et donc, dans une telle dynamique-là, on ne peut rien planifier à long terme. Les populations s'installent au gré de leurs moyens. Et quand il pleut, les zones d'écoulement des eaux sont colonisées. Et donc, il y a tous ces mots-là. À cette occasion de cette maladie-là, les États devraient pouvoir quand même faire une projection sur 20 ans, sur 30 ans, pour savoir, dans 10 ans, dans 20 ans, comment les populations vont vivre. Parce qu'Abidjan est complètement engorgé. Je pense que le gouvernement a eu une vision de mettre la nouvelle zone industrielle sur l'autoroute. Donc ça va tirer un peu les gens vers la voie du Nord. Et donc, comme madame l'a dit, il faut qu'il y ait une vision à long terme qui permette que même ceux qui n'ont pas les moyens de vivre dans les quartiers cossus, mais qui doivent venir travailler dans les quartiers cossus, aient des moyens de déplacement qui sont à leur niveau, qui leur permettent d'avoir un travail de répartie. Quand tout ça n'est pas mis ensemble, forcément,
ces crises vont toujours révéler qu'on a beau faire les discours sur la croissance, on a beau faire les discours sur l'emploi concret, il y a toujours des réalités qui sont affligeantes et qui peuvent être remises en vue à la faveur de ce genre de crise. C'est cela. Professeur, tout à l'heure, je vais vous emprunter un mot que vous avez utilisé. Vous avez parlé de bombes à retardement. Ah ben oui. Et justement, dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, il suffit qu'un quartier comme Gobelé soit contaminé pour qu'on s'inquiète dans toute la commune de Cocody. Ah ben oui. Il n'y a même pas moi, je vais plus loin. Je dis qu'aujourd'hui, c'est vrai, on nous fait des points des statistiques. Il faut un point social. Quand on dit Cocody, après le 93, enfin, je sais pas si c'est 93, enfin, Abidjan, l'épicentre, 93%. Cocody est un quartier, le quartier, la commune la plus touchée. 4 cas, Cocody. Mais qu'on nous fasse un point social. Où sont les contaminés? Quelle est la zone A, la zone B, la zone C? Quels sont les relais sociaux de ces différentes zones? Cette répartition répondrait à quel besoin? Mais ça répondra aux besoins du suivi. Comme l'a dit tout à l'heure monsieur le maire, de voir concrètement qu'est-ce qui serait fait. Prenons l'exemple des masques. Si nous devons distribuer les masques, nous allons aller taper à la porte du bidonville et dire venez chercher les masques? Non. Il faut qu'il y ait des points de repère. Il faut qu'il y ait les points focaux. C'est de cela qu'il s'agit. N'oublions pas que nous avons affaire à des humains. C'est des humains qui sont venus, qui font partie du développement, en guillemets, durable de la ville, du Grand Abidjan. Parce que ce sont ces personnels de maisons qui entretiennent les quartiers cossus. Raison de plus de faire attention à leur situation. Il ne faut pas que ce soit des bombes à retardement. Je me rappelle, ma grand-mère me disait à l'époque, quand il y avait l'émancipation du pays, ceux dont on craignait le plus souvent, les anciens colons, c'était le personnel de maison. Parce que c'est par ceux-là qu'on passait le plus souvent. C'est ça. Quand on parle de bombes à retardement, c'est ça. Et aujourd'hui, dans cette bombe à retardement, les jeunes sont les plus nombreux. C'est ça. Quel commentaire faites-vous de l'opération lancée par le gouvernement ivoirien qui consiste à octroyer à chaque ménage défavorisé 25 000 francs CFA? Je crois que le mécanisme de paiement, c'est via le mobile money. Quel commentaire? Je vois Félix sourire. J'avoue que, a priori, je salue la mesure, l'initiative. Mais à y réfléchir de près, j'avoue que si on veut faire du communisme, il faut le faire de façon dogmatique et qu'on ait un plan véritablement communiste qui permet de pouvoir prendre ce genre d'initiatives sans frustrer d'autres. Parce que si pourquoi vous faites un lien avec le communisme? Je fais allusion au communisme parce que je vais donner quelques exemples qui vont nous permettre de... On va bien se comprendre. Si vous prenez le cas de la Libye, de Muammar Kadhafi, à la fin de chaque mois, chaque Libyen se rend à l'agence de la Banque centrale de la Libye pour percevoir ce qui lui revient de droit de la richesse produite par le pays, s'il y a le pétrole. C'est-à-dire c'est la péréquation. C'est une distribution et chacun reçoit sa part. Mais là, on nous dit par exemple qu'il y a 177 000 personnes qui vont percevoir... Un peu plus de 177 000. Un peu plus de 177 000 personnes qui vont percevoir ces 25 000. Je me pose vraiment la question de savoir quel était le critère pour sélectionner ces 177 000 personnes. Et j'ai eu une fiche qui m'a permis de comprendre qu'il y a les enfants de la rue qui ont été identifiés dans tel endroit, il y a ça. J'avoue que parmi les 177, nous sommes 24 millions d'habitants. On a un seuil de pauvreté jusqu'à un certain niveau. Je suis persuadé que parmi les plus de 177 000 personnes, il y a des gens qui sont encore quelque part, qui sont plus pauvres, qui peut-être n'attendent qu'à avoir 10 000 francs. Plus pauvres que certains bénéficiaires de ces 25 000 francs. C'est-à-dire que soit on établit un système qui permet à pratiquement un certain nombre de personnes, en ce temps on aura eu le temps de faire véritablement les statistiques, d'avoir tous les chiffres, de bénéficier de façon spontanée chaque mois dans une banque. En ce moment, dans tous les villages, dans tous les hameaux, on a ces personnes qui ont un certain seuil, un certain niveau de vie. Peut-être on dira tous ceux qui n'ont pas plus de 20 000 francs par mois pour vivre, on va leur donner désormais 25 000 francs pour qu'ils puissent avoir 25 000 francs pour vivre. Mais là, pour le moment, dites-moi,
Et je n'ai pas encore compris la clé de répartition. C'est plus de 177 000 personnes qui reçoivent 25 000. Ils reçoivent ça sur quelle base? Sur quelle clé de répartition? Vous pensez qu'il n'y a pas de frustrés peut-être dans ce quartier qu'on vient de voir tantôt? Peut-être il y a 10 personnes qui reçoivent là-bas. Mais ces 10 personnes-là, peut-être il y en a dedans qui sont mieux que d'autres qui sont tout autour d'eux. Parce que moi, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de ces 25 000, mais qui n'en ont pas et qui sont frustrés d'entendre que d'autres personnes vont percevoir de l'argent pendant un trimestre. Donc pour vous, le mode de choix des personnes auxquelles sont destinés ces 25 000 n'est pas très... il faut penser cette solidarité de sorte qu'elle soit une solidarité nationale, équitable, qui ne crée aucune frustration, de sorte que tout le monde soit de façon transparente. À l'époque, lorsque nous rentrions en 6e, je crois que le journal gouvernemental publiait la liste de tous les admis, qu'on publiait la liste peut-être de commune par commune, qu'on sache dans la commune de monsieur le maire qui sont les bénéficiaires, de sorte que le voisin ne soit pas frustré de ce que l'autre perçoit. Moi, je suis plus pauvre que lui, je ne perçois pas. Il faut quelque chose de vraiment transparent, parce qu'on entend beaucoup de choses. Il y a même qui font des commentaires politiques en disant non, c'est un plan de campagne. Mais pour ne pas que ce soit perçu ainsi, il faut rendre la chose de façon bien transparente, que la liste de tous les bénéficiaires soit connue peut-être par le moyen d'une publication exceptionnelle de notre journal gouvernemental, qui est le journal de service public, pour que tout le monde soit situé, tout le monde soit au même niveau d'information, de sorte qu'il n'y ait pas de commentaires, d'interprétation de ce qui se fait. Mais pour l'instant, ça prête à interprétation. C'est aussi votre avis? Oui, je partage pleinement ce que Félix vient de dire. Je suis élu local. On me dit qu'il y a des populations dans ma commune qui sont concernées par cette générosité de l'État. Moi, je ne les connais pas. Vous ne pourrez pas être efficace dans une telle situation sans associer les élus locaux qui connaissent les populations, qui savent où vivent les populations. Et donc, vous ne pouvez pas rester à Abidjan pour faire des transferts d'argent à des gens. Et puis bon, le maire est là et puis il apprend ça. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire accepte d'être transparent et de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interprétation dans ce genre de politique-là. Parce que si les élus locaux ne sont pas associés, alors qu'on dit qu'il y a 177 000, dont une partie se trouverait dans ma commune à moi. Moi, je n'ai pas été associé à ça. Il y a question. Mais ce qu'il faut dire surtout, c'est quoi? C'est quelle est la finalité de cette opération? On donne 25 000 francs des gens qui sont censés ne pas avoir ce genre de montant pour vivre par rapport à la pandémie. Et on dit que c'est sur 3 mois. Mais chaque fois, on égrène le nombre de personnes qui sont contaminées et donc qui augmente. Il est clair que la façon dont les choses se font, à fin juin, on ne sera pas à la fin de la pandémie. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a les ressources de continuer à payer 25 000 francs à ces personnes-là pendant 6 mois? Et en tant quelle est la riposte qu'on met en place pour que la maladie descende? Parce que jusqu'à présent, on ne sait pas exactement, en dehors des mesures barrières qu'on répète chaque jour, on nous bassine les oreilles avec ça chaque jour, quels sont les actes concrets que le gouvernement pose pour que la maladie quitte le grand Abidjan? Parce qu'aujourd'hui, les élus locaux que nous sommes, les collectivités, sont aussi frappés par cette situation. L'État met en place des processus pour aider les PME, les petites entreprises, tout ça. Mais et les collectivités, je vais vous donner un exemple clair pour vous faire comprendre qu'on risque des services essentiels comme le ramassage des ordures, on risque de les abandonner dans les communes. Au premier trimestre 2019, Thiès-Salit, ma commune que j'administre, avait pour code part d'impôt 145 millions de francs CFA au premier trimestre 2019. Au premier trimestre 2020, avec cette situation et les impôts suspendus, nous n'avons reçu que 6 millions de francs CFA. Un gap d'un peu plus de 130 millions. De près de 130 millions, plus de 130 millions. Alors, comment est-ce que, si ça dure, on va pouvoir ramasser les ordures? Si on n'a même pas de quoi acheter du carburant, si on n'a pas de quoi assister les populations qui sont les plus fragiles. Donc, il faut qu'il y ait un plan global de riposte contre cette maladie et que l'État soit absolument transparent à tous les niveaux. Il faut que, comme Félix l'a dit, qu'on sache, commune par commune, quelles sont les personnes qui sont destinataires de ces montants qui sont annoncés et sur quels critères elles ont été choisies. Parce que prendre le téléphone filmé par une caméra de la télévision publique et puis on parle à quelqu'un qu'on ne connaît pas, tout ça n'est pas rassurant. Tu peux être quelqu'un... Voilà, tu peux être n'importe qui. Non, pas forcément. Il y a quand même croire en la bonne foi. Voilà. Oui, professeur. Ce n'est pas le mécanisme de transparence. Je rejoins M. Félix Boni, qui a mis quand même l'accent sur l'entraide et la solidarité. C'est une très bonne chose. Je partage aussi son analyse sur les critères. Nous sommes dans une crise sanitaire. Et
un des critères que moi dont je mettrai le doigt là-dessus, c'est de faire en sorte que ces personnes qui sont bénéficiaires puissent être des relais. Parce que c'est ça aujourd'hui notre souci. Comment ramener à zéro cette contamination? Voilà. Mais si vous bénéficiez de ceci, voilà ce qu'on demande. Parce que c'est ça aussi, la société. Sinon, à un moment donné, le nombre de personnes que vous aviez prévu, les 177 000, ça va aller à volo. Ça va être exponentiel. Parce que tout le monde, à quelque niveau que nous soyons, deviendra vulnérable. Chacun est vulnérable. Ah oui. C'est ça. Donc, il faut baliser l'opération. Et baliser l'opération veut dire quoi? Ça veut dire aussi le faire avec ceux qui sont dans les localités. Au premier chef, les élus locaux. Les chefs de quartier, les élus locaux, les chefs de quartier, les chefs de communauté. Je crois que ça aussi, c'est vrai, ça prendra peut-être du temps, mais comme il s'agit d'octroyer ou alors de distribuer de l'argent, mais vous allez voir, ça va se faire très vite. Mais en même temps, mettre en place des critères de choix, des critères sociaux de choix. Quelle est la couronne de cet argent que nous octroyons? Combien de personnes ça couvre? C'est important. Voyez-vous? Et je pense que cette initiative est louable, mais il faut, comme Monsieur le maire et M. Boni l'ont dit, il faut faire en sorte qu'il y ait des critères transparents pour tout le monde. De toutes les façons, vous ne ferez jamais assez. Les mêmes qui percevront l'argent diront que ce n'est pas assez. Mais il faut le faire de telle sorte que ces personnes puissent jouer un rôle dans cette situation que nous vivons. Pour dire qu'il y a le Covid-19, alors voilà, vous passez par nous, mais voilà ce que nous allons faire. Ouais. Les critères, c'est important. Moi, en tout cas, je mets l'accent sur ce critère. Je veux, parlant de critères, la gestion d'un État repose sur deux axes fondamentaux, c'est-à-dire la déconcentration et la décentralisation. Je pense qu'il ne faudrait pas concentrer tout au niveau du gouvernement. Quand on parle d'élan de solidarité, il faut déconcentrer et décentraliser. Ça permettrait d'atteindre tout le monde, de rendre les choses plus transparentes. La déconcentration et la décentralisation, on a des préfets, on a le ministre, on a le gouvernement et les ministres, on a les préfets, on a les élus locaux, on a les chefs traditionnels, on a les chefs de communauté, on a les leaders de jeunesse. Une fois que tout est ainsi décentralisé et déconcentré, tout se fait de façon transparente. Et ne nous amusons pas, dans chacun de nos quartiers, chacun de nous sait qui souffre à côté. Parce que même dans cette situation, on a des actes de solidarité que nous posons les uns les autres dans nos différents quartiers. Moi, j'ai eu à aider des gens quelque part. C'est-à-dire, je suis là, mais je vois que moi, ma situation, peut-être, elle n'est pas meilleure, mais il y a quelqu'un qui souffre plus que moi. Je dis, attention, il faut que je prenne peut-être 1 kilo de riz pour partager à telle personne. On se connaît. Et une fois que c'est fait ainsi, de façon déconcentrée, décentralisée, tout le monde est impliqué, le maire ne se plaindra pas, le chef du village ne se plaindra pas, le chef de communauté des religions et autres ne se plaindront pas parce qu'ils savent que ceux qui sont les plus indigents parmi nous ont été effectivement touchés. Mais là, de façon téléphonique ou de façon dans une communication globalisée où on nous dit plus de 177 000 personnes dont on ne sait pas si elles existent ou pas, ce n'est pas transparent. Et c'est de ça qu'il s'agit. Pour que le gouvernement pose des actions et de sorte à ce que la population se reconnaisse en ces actions, il faut faire les choses de façon vraiment transparente. Et ça, c'est... Et surtout que nous sommes à 6 mois des élections présidentielles, il y a très vite une confusion que les gens feront de ce qui est en train de se... Alors que ce sont des actes, des initiatives louables qu'il faut saluer. Moi, je salue l'initiative. Oui. Mais il faut rendre l'initiative transparente de sorte que ça puisse vraiment toucher toute la population et que ça ne prête pas à commenter. Très bien. Il ne reste plus que 2 minutes pour terminer cette émission. Oui, prendre les 2 minutes pour dire que... Mais vous n'allez pas prendre les 2 minutes, vous allez prendre une seule minute. Il faut que les élus soient intégrés. Vous voyez, il y a 3 jours, un élu a fait une publication, pour ne pas le citer, c'est mon collègue d'Azadier, qui se plaignait de ce que, sur les 95 milliards annoncés pour la riposte contre la maladie, en tant qu'élu, il n'a reçu que 200 000 francs pour faire la sensibilisation. Mais le maire de Thiès aussi a reçu 200 000 francs. Très bien. Voilà, pour faire la sensibilisation. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec 200 000 francs? Moi, j'ai parcouru 41 villages.
41 villages, je dis bien 41 villages. Pensez qu'avec 200 000 francs, on peut acheter du carburant pour parcourir 41 villages. Donc il faut que l'État associe les élus locaux. Vous voyez, en France, aujourd'hui, c'est les maires qui sont au devant de la lutte contre la maladie. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire accepte de faire ça. Il ne faut pas que tout le pouvoir reste à Abidjan et qu'on nous impose tout à travers la télévision. Il faut que les élus soient associés à cette lutte-là, sinon on ne s'en sortira pas du tout. Très bien. Professeur, pour terminer? Oui, pour terminer. Pour terminer, bon, ben, écoutez, c'est dire qu'il y a des populations qui souffrent à nos côtés. Et la première souffrance, c'est la promiscuité. Et cette promiscuité, malheureusement, rend perméable la maladie. Il faut que nous y songeons. Et je suis d'accord qu'on y associe les élus locaux. Et les liens, le renforcement des liens sociaux à travers les relais sociaux. Tout ce qui est chef de quartier, etc. Il faut les associer et leur donner une feuille de route. Voilà ce que nous allons faire dans le quartier A. Qu'est-ce que vous avez? Quel est le retour? Mais c'est comme ça que nous allons pouvoir mettre en place cette démocratie participative, parce que c'est de cela qu'il s'agit, pour toute la transparence qu'il y ait. C'est cela. Alors vraiment, souhaitons qu'il y ait cette transparence à travers l'implication forte des uns et des autres. Et n'oublions pas le milieu rural. Tout n'est pas dans les grandes villes. Nous avons aujourd'hui une couronne urbaine d'Abidjan qui prend en compte près de 113 villages. Donc, cela fait partie de cette lutte-là. Il en est de même de la commune de Tiassalé. Je vais dire gentiment à M. le maire qu'à l'époque, nous avons fait une étude sur Tiassalé. Hein, vous avez la sortie nord, où il y a la forêt sacrée. Tout à fait. Et nous avons tout fait pour sauvegarder cette forêt sacrée. Donc vous voyez que j'ai anticipé la sauvegarde de la commune. Alors, on va certainement déployer une beaucoup. équipe pour voir ce qui se passe dans cette forêt sacrée de Voilà. Tiassalé. Pourquoi elle est sacrée, on le saura. Okay. En tout cas, merci infiniment, professeur Touré Ténen Diabaté. Merci à vous, Félix Boni, Antoine Assaletier-Moko, d'avoir accepté notre invitation pour aborder toutes ces questions très importantes dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.